Donc bonjour Marc. Et bonjour Greg. On a montré The Open hier soir, voilà, en compétition au Festival européen de films fantastiques de Strasbourg. C'était effectivement très intéressant. Il y a eu beaucoup de questions après le film. Et bien entendu, sur ton film, d'emblée, et il y a des questions sur le budget. Alors on va pas parler chiffres, c'est pas l'idée. Mais moi je me pose quand même une question par rapport à The Open. Est-ce qu'à un moment, quand tu as le scénario en main, est-ce que tu penses passer par un financement classique? Ou est-ce que d'emblée, tu sais que tu vas partir euh, dans ces conditions Euh, de fait, on a pensé à un financement classique dans une certaine mesure. C'est-à-dire que très tôt, on allait voir des partenaires tennistiques. On allait voir Roland Garros, la Fédération française de tennis, Nike, Adidas, toutes les grandes franchises, en leur disant voilà, on va faire un film sur le tennis, ça va rien vous coûter. Et généralement, ils se sont foutus de nous, quoi. Ils ont dit mais vous avez fait un film avec ça, mais ça, c'est le dixième de notre publicité de 30 secondes de la semaine dernière. Ouais. Oui, mais on peut. Non, vous pouvez pas. Et donc, en fait, tout le monde nous a dit que c'était pas possible de revenir par la suite. Au final, personne nous a donné de sous. Le CNC, on n'avait pas le temps physique de présenter le scénario. Et de toute façon, jamais on aurait eu d'avance sur un scénario comme ça, vu que je ne suis personne, hein, du point de vue du cinéma français. Donc, très vite, on s'est dit, bon, on va se débrouiller tout seul, quoi. Il y a eu cette vague idée d'avoir des sous de l'extérieur, et puis on a tapé en touche. Ça a été considéré? Ça a été considéré. Est-ce qu'à ce moment-là, tu as envisagé de le tourner en France? Ou Non, est-ce que jamais. le lieu, d'emblée, ça a Le toujours lieu été... a toujours été déterminé comme a été toujours été défini comme l'Écosse, en fait. Il me fallait un lieu dévasté Mhm. et romantique, tu vois, romantique au sens Victor Hugo, quoi. Enfin, 19e, la mer déchaînée. Balayé par les vents, Voilà, tout ça. exactement. La lande. Et ça, je savais que l'Écosse, comme je suis très amoureux de l'Écosse, je savais que l'Écosse pourrait me fournir ça. Donc très tôt, je me suis dit, on va filmer en Écosse. J'avais pas idée que ce serait si dur, mais je voulais depuis toujours filmer en Écosse, quoi. Et de cette envie de filmer en Écosse vient le fait de tourner un film en quelque sorte bilingue. Alors, c'est un double calcul. La partie pas sexy de la chose, la partie pragmatique, c'est que je me suis dit, le film est tellement bizarre que la France va pas le kiffer. Mhm. Par contre, ça a marché à l'international. Tu vois, j'ai raison au final. Mhm. Et pour que ça marche à l'international, je vais le faire à moitié en anglais. Comme ça, ils auront pas peur d'un film français. Donc, j'ai vraiment écrit 49% des dialogues en anglais, 51% en français, pour en plus faire des quotas si jamais par la suite on a des aides, post-réa, etc. Mhm. C'était très très pragmatique. La deuxième raison, c'est que je voulais une guerre mondiale. Je voulais vraiment un monde qui meurt. Je me suis dit la plus simple, ce serait une guerre mondiale. Et comme tous ces personnages ne vivent qu'au travers du tennis, ils ont vraiment que ça pour les porter. Je me suis dit que pour encore plus pousser cette idée-là et ce concept-là, le plus simple est qu'ils n'aient que le tennis en commun et que même leur langue leur soit étrangère. Je me suis dit, ce sera beaucoup plus intéressant d'avoir quelqu'un de l'extérieur qui ne comprend pas ces gars et qui soit juste capable de placer un revers au bon moment. L'amener lui à les comprendre, ça sera d'autant plus difficile s'il est littéralement étranger, quoi. Donc je me suis servi voilà, d'une part d'un calcul bêtement commercial, on va dire, et d'autre part de l'intérêt que ça donnait à mon personnage et à son arc, quoi. Et forcément, parce que c'est un film ambitieux et jusqu'au boutiste, il a ses détracteurs. C'est normal. Certes. Tu t'en es conscient. C'est J'en des suis gens très qui, conscient, voilà, ouais, ouais, Et après le film, il y a parfois une idée qui revient parce qu'effectivement, narrativement, les gens le trouvent pas forcément toujours assez nourri. Il y a des gens qui viennent dire ça aurait peut-être suffi en un court-métrage. Et personnellement, je suis en désaccord total avec cette idée-là parce que l'histoire que tu racontes là, même si narrativement ça n'avance pas comme une grosse locomotive, elle a besoin de temps pour s'épanouir. Vraiment. C'est exactement, je suis absolument d'accord avec ça, c'est-à-dire toute proportion gardée, hein. J'entends énormément de méchanceté sur le script du dernier Mad Max. C'est l'histoire d'une nana qui tourne à gauche et à un moment elle fait demi-tour. C'est absolument parfait. Pour moi, c'est un script génial. Alors, je me mets pas au même niveau que Mad Max, attention, hein, mais c'est pas parce que c'est simple et linéaire que ça demande d'être court. C'est-à-dire, oui, dans les faits, mes arcs narratifs et mes enjeux, tu peux les traiter en 20 minutes. Par contre, tu n'auras aucune implication de spectateur qui va rester distant. C'est-à-dire, il va se dire, ok, je vois ce qu'il fait. Là, dans les faits, pour que ce mec-là finisse par croire, par comprendre et assumer l'absurdité de sa situation, il faut qu'il ait le temps de vivre aux côtés de ces gens-là. Et pour qu'il vive aux côtés de ces gens-là, il faut qu'il vive au quotidien. Et le quotidien, c'est de la routine. C'est comme c'est faire son linge, le suspendre, capturer les poissons, les couper en morceaux, passer d'un camp à l'autre parce qu'on a peur des avions. C'est un film où
qui joue vachement sur, je pense, sur cet aspect routinier qu'on ne voit pas dans la plupart des autres post-apo. J'ai jamais vu Mad Max qui faisait sa bouffe ou qui faisait sa lessive. On a beaucoup travaillé là-dessus et ça aide vachement finalement à incarner, littéralement au sens tu sais, de chair, ça aide vachement à incarner les personnages et à donner une vraie crédibilité à l'ensemble de l'histoire. Donc je pense qu'effectivement on ne peut pas le traiter en court-métrage si on veut arriver à l'impact, un certain impact émotionnel, voire même purement narratif du film, quoi. Mais je comprends d'où vient la critique, parce que c'est ce qui paraît comme une évidence, si tu veux, mais ça n'en est pas du tout une. Je suis bien d'accord. Du tout une. J'ai eu un problème de liaison là. Pas du tout une. Pas du tout une. Revenons 2 minutes sur le tennis. On a parlé hier du tennis choisi pour ses vertus cinégéniques, parce que ça fonctionne à l'écran, parce que finalement c'est une confrontation entre deux personnes face à face, et que voilà ça. Mais finalement, t'es presque le premier à y penser à ça. Mais étonnamment, alors que jusque-là, entre nous, le sport le plus cinégénique, c'était la boxe. De toute évidence. La boxe, évidemment. Mais moi, je veux faire un film de boxe. Un jour, je ferai mon film de boxe. Mais parce que ça me fascine aussi. Mais le tennis, dès que tu réfléchis, le principe est de jouer l'action dans un cadre. Excuse-moi, mais si ça, c'est un cadre qui a l'air d'un 16/9e, enfin, le tennis, c'est du cinéma. T'as deux gars qui se font face, qui s'envoient des balles, c'est un western. La mythologie du tennis, c'est des duels épiques, tu vois, entre donc Agassi et Sampras. On a le même camp, c'est une bonne chose. Mais c'est une mythologie du duel, c'est une esthétique du duel, le tout dans un cadre, enfin, avec des mecs qui se regardent et qui suent à grosses gouttes sous le soleil. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas de film de tennis. Il y a une raison à ça, en fait, c'est que c'est très dur pour des acteurs de jouer au tennis s'ils n'ont pas l'habitude, en fait. Tu peux faire semblant de boxer, bon courage pour faire semblant de servir si tu ne sais pas servir, quoi. C'est suffisamment technique pour ça. Je pense que c'est la limite, mais je suis quand même assez désolé de voir que la plupart du temps, quand le tennis est utilisé au cinéma, c'est juste pour dire « Nous, ces personnages sont des aristos, ils ont emballé dans le cul, quoi. » C'est tout. Et alors que c'est un sport qui est extrêmement beau, extrêmement riche, extrêmement vivant, quoi. Donc ouais, j'ai l'impression d'être le premier à y penser comme ça, j'en suis ravi, oui, mais c'est dommage, c'est très dommage. Faites des films de tennis. J'ai envie de dire à Fincher. Ça va peut-être pousser d'autres cinéastes assez intéressés, parce que comme tu dis, pour l'instant, effectivement, c'était plutôt un conditionnement social, comme dans Matchpoint de Woody Allen. Typiquement, très bon exemple, oui. Effectivement. Alors, quant à la relation entre les personnages dans le film, la première fois que je l'ai vu, il y a quelque chose que... C'est pas que je l'attendais, c'est quelque part j'étais à peu près sûr que ça allait arriver. Je te vois venir, oui. Voilà. C'est que finalement la relation entre les deux personnages est asexuée, quasiment asexuée. Non, c'est pas ça que je voulais dire, d'accord. Excellent, oui. En fait, il y a une séquence de baisers romantiques qu'on a enlevé. Il y a aussi un dialogue sur le cul qu'on a enlevé. En fait, ce qu'on me dit, souvent, ce qu'on m'a dit hier soir par exemple, c'est ah mais on le voit venir de suite, ils vont s'embrasser un moment. Et j'ai envie de dire oui, effectivement, ils sont dans un quotidien où il ne se passe rien, dans un monde détruit, ils sont jeunes, ils sont beaux, ils partagent la même passion, heureusement qu'ils s'embrassent, il faut ça. Du coup, tout ce qui pouvait encore plus en rajouter justement dans cette sexualisation ou cette histoire d'amour, hein, au-delà du sexe, même de l'amour, on se disait, c'est comme le reste du film, dès que ça devenait un tout petit peu spectaculaire ou un petit peu pathos, on la virait. Alors j'avais une très belle séquence dans un très beau décor où ils s'embrassent comme ça, très timidement, et puis non, je me suis dit non c'est bon, à un moment ils s'embrassent, on a pigé le principe, on passe à la suite. Mais asexué, je suis étonné, je vois pourquoi, parce qu'on les construit comme deux doubles avec les tempes rasées, ils ont leur petit look de blond froid tout droit, mais j'aurais pas pensé asexué. C'est des sportifs. Bah, le dialogue en fait, le dialogue sur le cul s'est terminé avec la nana qui dit pas pendant l'open. Ah, d'accord. C'est un truc français ça, parce que c'était assez marrant, mais tu vois, il y avait cette idée en tout cas. Ouais. Non, pendant l'open, on est des joueurs de tennis, quoi. D'accord. On est habillés en blanc, on touche à rien. D'accord. C'est un film qui est au final, je pense, très émouvant. À partir du moment où les gens arrivent effectivement à entrer dedans. À partir du moment, pas. Voilà, c'est les 10 premières minutes qui sont... Mais il y a des éléments qui pourraient aider effectivement, pas aider, enfin en quelque sorte, que tu pourrais utiliser de manière plus ostentatoire pour faire venir l'émotion, notamment les décors. Tu pourrais faire en sorte de rendre l'Écosse plus romantique, etc. Tu forces jamais là-dessus, c'est-à-dire que c'est un cadre qui est présent, qui est fort, mais qui reste au fond simplement un cadre. Absolument.
Absolument. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai une sainte horreur du pathos, quoi. C'est très simple de faire pleurer Margot, hein. C'est extrêmement simple. Tu prends un gamin, tu le rases, tu dis il a une chimio. T'as toute la salle qui pleure, surtout si tu le tues. Pareil pour la musique, on s'est beaucoup engueulé avec les compositeurs, Didamage qui ont fait un travail splendide sur le film, parce que je suis vraiment dans l'anti-pathos. Pas l'anti-émotion. Si tu arrives à avoir une émotion, tant mieux. Et tu vois, la séquence du deuxième Amazing Grace, par exemple, souvent fait beaucoup pleurer les gens, mais il y a un côté grotesque, assumé, tu vois. Il fait le clown et c'est drôle. Donc, j'essaie toujours d'avoir un ton qui soit pas putassier, si tu veux, qui soit pas en train de chercher l'émotion facile. Je me dis, et si les gens pleurent en dépit de ça, parce qu'on me reproche beaucoup d'avoir des films assez distants, assez froids, si en plus de ça les gens pleurent, j'estime que ok, cool, c'est que j'ai réussi à faire quelque chose. Je trouve quand même que le film est particulièrement émouvant, mais alors justement, il est pas émouvant parce que c'est des scènes fabriquées, il est émouvant dans son propos, dans cette manière finalement de s'accrocher à l'obsession absolue quand il n'y a plus rien d'autre qui tient, quand plus rien n'existe en fait. Ah mais merci beaucoup, moi si tu es ému par ça, moi c'est ça le but en fait, c'est-à-dire en soi, je peux spoiler ou pas sur ça? Pas forcément en fait. Si, bien sûr. Le principe, on a quand même deux personnes qui jouent au tennis 100 balles devant un cadavre qu'ils ont grimpé sur une chaise. Tu peux très vite tourner ça soit en comédie, soit les faire passer pour des teubés ou des fous absolus si tu veux. Tout le principe du film tient à faire comprendre que c'est extrêmement logique et que c'est même beau comme acte que de faire grimper un cadavre sur une chaise d'arbitre pour faire semblant de jouer au tennis devant lui. Moi en tout cas je trouve ça beau, je trouve que c'est des personnages qui sont vraiment très beaux, je vois pourquoi ils font ça, je comprends ça. Il y a certes un aspect de folie, mais c'est aussi paradoxal que ça puisse paraître, c'est une folie saine en fait à mes yeux. Et tout consiste à tout le boulot en tout cas de scénariste et de réalisateur consistait à faire accepter cette idée-là et à les faire paraître comme des gens bien en dépit de l'absolue folie de leurs actes, quoi. Donc ouais, quelque part j'imagine que c'est émouvant. Moi en tout cas ça m'émeut, mais ça n'est pas facile en soi, quoi. Spoilons. Un moment, un personnage est blessé, la scène n'est pas montrée. Ouais. Est-ce que cette scène, en quelque sorte, de bataille, on arrive, il y a des cadavres, est-ce que tu l'as tournée, tu as décidé de ne pas l'ajouter ou... Ouais, en fait, j'ai très tôt décidé, je savais que j'aurais pas le budget pour montrer une gamme. Donc par exemple, il y a énormément de VFX dans le film, mais ils sont très petits, très discrets. Tu vois, je fais exploser un tout petit peu un truc, hop, je mets un hélicoptère cassé par là. Et la plupart des gens ne les voient même pas, les VFX, pour te dire. Parce que je savais que j'aurais cette esthétique lente, contemplative, routinière, et je ne pouvais pas me permettre d'un coup de virer en Michael Bay, quoi. J'avais pas les moyens pour. Donc tout ce qui avait l'air de quelque chose d'extrêmement spectaculaire, je l'ai coupé d'office dès le scénario, en me disant ça va être un film sur les ellipses, où on montre ce qu'on ne montre pas d'habitude. Et donc effectivement, la scène d'attaque des guerrilleros où ils se tirent dessus, là, typiquement, oui, tu peux avoir ton spectateur qui s'accroche à son siège, mais ça irait à l'opposé de toute l'idéologie plastique du film. Donc, dès l'écriture, je me suis dit, on ne le voit pas. On va arriver, il y aura des cadavres, et on saura qu'ils se sont battus. Tu perds un spectacle, mais tu restes très cohérent par rapport à ton propos plastique et tes axes narratifs, du coup. Le genre post-apocalyptique, c'est quelque chose qui en soi t'intéresse ou si tu le voulais comme une toile de fond parce que ça t'aidait à accéder aux propos? En gros, ma question c'est si tu as les moyens demain de faire un autre film post-apocalyptique mais où tu montres plus de choses, est-ce que tu le fais? Absolument, oui, complètement. En fait, moi je fais partie de... Tu sais, dans la vie, il y a ceux qui creusent et ceux qui ont un revolver, et il y a ceux qui ont adoré le dernier Mad Max, et ceux qui ne l'ont pas adoré. Moi, je fais partie des gens ça m'a collé au plafond, quoi. J'ai vu 10 fois depuis, et depuis, j'ai cette espèce de fantasme absolu d'un film avec des gens qui courent. Tu vois, t'as 4 mecs enchaînés les 11 autres qui courent, et t'as 4 nanas qui les poursuivent. Les nanas, c'est une gestalt, elle fonctionne à 4. Les mecs, ils peuvent s'encadrer, ils essaient de partir, mais ils ont les chaînes. Et c'est un film purement kinétique, c'est que du mouvement. Et je sais pas si c'est un post-apo, c'est peut-être un western, peut-être un film de viking, on est en train de jouer avec mon frère, en fonction des idées qu'on a. Mais oui, en tout cas un film de genre comme ça, dans un décor dévasté, avec pas grand-chose d'autre que des mecs qui ont envie de survivre, moi ça me parle énormément. C'est cinégénique, un diable, t'as des enjeux qui sont posés d'entrée de jeu, ça te permet de faire autre chose que des champs contre champs fixes sur des gens qui se regardent dans le blanc des yeux. Ouais, moi si je peux faire mon Mad Max, je fais mon Mad Max, à fond. D'accord. Au-delà du mouvement, je pensais le décor même, le décor même, et puis une idée en fait que tu exploites pas mal dans le post-apocalyptique, c'est
un espèce de naturalisme absolu, comme tu disais, si on voit les personnages revenir à leurs besoins primaires. Ouais. On a eu un film au Festival Fantastique l'an dernier qui exploite ça admirablement, qui s'appelle Le Survivalist. Tout le monde m'en parle, je l'ai pas vu. Bon sang, il a l'air splendide celui-là. Ouais. Oui, je t'en reparlerai à Steven, il sera ravi, puis je pense que ça l'intéressera en plus de voir aussi The Open. Ah oui, j'aimerais bien, parce que tout le monde m'en parle, j'aimerais vraiment... Mais il y a un lien entre les deux. Cool. Dans cette manière d'aborder le cadre post-apocalyptique avec réalisme. J'ai l'impression que c'est une petite brèche qui a été ouverte peut-être par The Road Alors, tout le monde me parle de The Road aussi, que j'ai adoré. Ouais, donc moi, Scott, c'est une voilà. référence qui me plaît c'est beaucoup. peut-être cette veine qui a été ouverte par ce film-là, et où maintenant vous vous épanouissez un peu là-dedans, toi et d'autres. Ah, je pense, ouais. Mais parce qu'en fait, très vite, tu as des personnages qui sont réduits à l'essentiel. The Road, le livre, alors j'ai beaucoup aimé le film, mais alors le livre est encore plus impressionnant. Ouais. J'ai une truite tatouée sur les omoplates, là, du fait de The Road. Ça m'a marqué à ce point-là, si tu veux. C'est un bouquin, moi, qui m'a retourné la tête et qui... tout le long, tu sais, le père dit à son fils, garde la flamme. Et tout le principe de savoir ce qu'est cette flamme, en fait. Tout le livre ne tient qu'à ça. C'est-à-dire, dès que tu mets les personnages dans des situations d'apocalypse, bah, ils ne pensent plus qu'à ce qui compte vraiment. C'est-à-dire, tout le reste, les ronds de jambes, est oublié. Et ce qui intéresse vraiment, en général, c'est la nourriture et les gens que t'aimes. Ça se réduit à ça, hein, les post-apo, systématiquement. Et donc, c'est très, très beau. Et si t'es George Miller, effectivement, t'as plus de gens que t'aimes et tu te débrouilles pour survivre. Ça, c'est Mad Max 2. Et quand tu vieillis et que tu fais Mad Max 4, ça y est, maintenant tu commences à aimer les gens autour. Mais ouais, c'est des thèmes très forts qui sont d'entrée de jeu exacerbés par l'absence de tout autour. Donc ouais, si je peux faire du post-apo, pourquoi pas, je ferai du post-apo. Moi, de toute façon, j'ai été élevé dans un amour inconditionnel de la science-fiction par mon père, donc la SF, je ne jure que par ça, quoi. D'accord. Et le fantastique. Et le fantastique, merci. On y est. Ok.